Bonsoir, chers amis. Alors, tel que promis, tel que discuté avec vous, ce soir, on va discuter avec nul autre que le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. On avait un bon topo à faire, plusieurs sujets. Bien sûr, on va se limiter à quelques-uns. On va parler de la nouvelle politique de la DEI, diversité, équité, inclusivité, dénoncée par le Parti populaire du Canada qui veut y mettre fin. Alors, Maxime va vous en parler, c'est annoncé récemment. On va revenir sur l'immigration de masse. On va revenir aussi sur la nouveauté de devenir candidat pour le Parti populaire du Canada. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi? Pourquoi vous devriez devenir candidat? Au Québec, Canada, un peu partout. Et aussi, Ukraine, Russie, ce qui se passe avec ça, l'OTAN, on va faire un topo là-dessus. Et, prédiction peut-être à venir de ce qui va venir de la ministre des Dépenses au mois d'avril 2024, Christophe Freeland pour ça, le budget 2024, à quoi on peut s'attendre. Bien, avec moi pour en discuter, le chef du parti, directement. Alors, Maxime Bernier, bonjour. Allô Daniel, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Comment ça va? Très, très bien. Écoute, dans les circonstances, au Québec, Canada, on a eu notre budget aujourd'hui. On pourra en parler tantôt rapidement du Québec. J'imagine qu'Ottawa, ça va ressembler à ça. On fait ce qu'on peut, mais on continue à travailler fort chaque jour, à discuter aux gens, informer les gens, expliquer les politiques, expliquer c'est quoi la politique, pourquoi s'impliquer. Puis toi, ça fait un bout qu'on n'avait pas fait de live ensemble en français. Il y a eu beaucoup d'interventions. Ça a bougé beaucoup dernièrement, des élections partielles. Donc, en gros, tu avais annoncé des choses aussi pendant cette élection-là, mais par quoi aimerais-tu commencer? Parce qu'on a tout un menu ce soir. Bien oui, on peut commencer par l'élection partielle qui a eu lieu en Ontario il y a à peu près 2 semaines. Notre candidate Patricia a quand même bien fait, mieux que les Verts, encore une fois. Bon. Comme tu sais, Daniel, les Verts, à la dernière élection, ont eu 2% du vote. Nous, nationalement, on a eu 5%. Et notre candidate a eu 4,8, je crois, si ma mémoire est bonne, et les Verts ont eu 2%. Bon. Il y avait plusieurs partis, mais on est arrivé quand même derrière le NPD on bâtit pour la prochaine élection. Puis Patricia me disait qui était notre candidate et qui va être notre candidate pour la prochaine élection générale dans le même comté. Toute la question là, de l'idéologie des genres et puis de la diversité, équité et l'inclusion, cette fameuse philosophie politique que Trudeau nous impose dans la société et un peu partout, bien, on a pris position, comme tu l'as dit tout à l'heure, officiellement, contre cette philosophie-là qui détruit notre civilisation. Et le meilleur exemple que je peux donner aux gens, c'est à l'Université de Waterloo. On a voulu engager deux directeurs de chaires informatiques pour s'occuper du département informatique. Et lorsqu'on lisait la description de tâches et les gens qu'on voulait, bien, c'est une description de tâches raciste, puisqu'on disait que si vous êtes blanc hétérosexuel, n'appliquez pas. Ils cherchaient des femmes de minorité ou des transgenres. Donc, on cherchait quelqu'un non pas basé sur le mérite ou sur la compétence des gens, mais sur leur orientation sexuelle ou la couleur de leur peau. Ça se fait dans une université en Ontario, mais cette idéologie-là de équité, diversité et inclusion, elle est partout dans notre société, dans les grandes corporations, dans le milieu gouvernemental et partout. Et ça va à l'encontre des fondements même de notre société occidentale parce qu'on ne veut pas faire la promotion et donner des emplois à ceux qui sont compétents pour ces emplois-là, mais selon la couleur de leur peau. Et donc, c'est de la discrimination officielle contre les hommes blancs hétérosexuels qui se passe dans notre société, dans diverses organisations. Oui, et justement, la politique, elle est bien écrite sur le site web du Parti populaire du Canada, dans la section plateforme. Équité, diversité, inclusion. Mettre fin, comme je te l'ai dit, à la discrimination inversée. Rétablir l'égalité des droits pour tous. C'est quelque chose qui semble pourtant la base. Hein? On pourrait dire que, voyons, pourquoi qu'on est obligé de faire ça en 2024? Ça agirait quelque part. Et tu vas plus loin.
tu parles de l'article de la Charte des droits et libertés, hein, Oui. 15.1. Alors, s'applique également à tous et tous ceux ont le droit à la même protection, au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Et 15.2, en autorisant, nuance aussi, l'action positive, c'est-à-dire les lois, programmes, activités destinées à améliorer la situation d'individus de groupes défavorisés. Mais là, ça va plus loin. Dans les faits, tu expliques ça. Et notre plan, toi, tu veux carrément abolir les programmes et politiques des DEI dans la fonction publique et dans les institutions fédérales, telles que les forces armées, ainsi que ceux qui s'appliquent aux industries réglementées par le gouvernement fédéral. Ben, vas-y, parle-nous de ça, le plan, Oui. parce que ça a une grosse portée, ça, là. Ben oui, c'est important. Et surtout aussi de couper et d'abolir tout financement dans les organismes qui font la promotion de cette philosophie-là radicale, anti-société occidentale. Donc, on va faire en sorte de ne plus subventionner n'importe quel groupe, et il y a plusieurs groupes qui font la promotion de ces politiques-là, mais aussi l'interdire au sein de la fonction publique. Et le gouvernement du Canada, sous un gouvernement du Parti populaire, va prendre des mesures actives pour contester devant les tribunaux ces mesures-là. Parce que nous, ce qu'on dit, là, leur slogan de équité, euh, équité, inclusion et diversité, bien, il faut changer ces trois mots-là. Là, l'équité, pour moi, là, ça devrait être l'égalité de tous devant la loi. Et la diversité, ça devrait être l'unité. Donc, au lieu de toujours avoir plus de diversité au sein de notre société, on devrait essayer d'unir les gens et c'est ce qu'on ne fait pas. Et à l'inclusion, essayer d'inclure n'importe qui dans des positions où ils ne sont pas compétents pour se faire, bien, on devrait plutôt prôner la méritocratie et non pas l'inclusion à tout prix parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes un trans ou parce que vous êtes un homosexuel ou une lesbienne ou peu importe. Donc, on devrait procéder par le mérite et faire la promotion de la méritocratie. C'est la base de la société occidentale. Donc, en faisant ça, on affaiblit, en faisant la promotion de cette idéologie radicale, on affaiblit notre société, on affaiblit nos institutions, on fait en sorte que des gens incompétents soient aux commandes et on détruit lentement les valeurs à la base de la société occidentale. Et c'est pour ça que je suis fier de dire, Daniel, qu'on est le seul parti politique national à Ottawa qui va mettre fin à cette idéologie radicale et revenir aux valeurs fondamentales de la société occidentale, la Charte des droits et libertés, que tout le monde doit être égal devant la loi. On appelle ça l'équité. Donc, lorsqu'on passe une loi, elle doit s'appliquer à tout le monde et on ne doit pas faire de discrimination. Pour moi, la discrimination inversée ou la discrimination positive, c'est de la discrimination et toute discrimination est immorale et devrait être abolie. On ne devrait pas tolérer toute politique qui crée de la discrimination et c'est pourquoi que nous, on va prôner plutôt l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, des politiques basées sur le mérite et non pas d'inclure quelqu'un à un poste parce qu'elle a des caractères distincts et qu'on veut promouvoir une catégorie de la population. Non, pour nous, on doit cesser toute discrimination et s'assurer d'avoir des politiques qui vont mener à l'unité dans notre pays et non pas à la division. Aujourd'hui, c'est ce que fait Trudeau et les conservateurs. Ils divisent les gens par différents groupes selon leur sexe, selon leur orientation sexuelle, selon la couleur de leur peau. Et pour chaque groupe, bien, on fait du racolage. On essaie de plaire à ces groupes-là politiquement pour avoir leur appui. On peut aussi faire une distinction entre Canadiens de souche et Québécois de souche versus immigrants. Donc, le fédéral, avec Trudeau et Poilievre, font des politiques de racolage vis-à-vis des communautés immigrantes. Et nous, on veut traiter tout le monde de façon équitable et cesser ces politiques-là. Et je pense que c'est pour le mieux pour la société canadienne.
Et c'est pourquoi cette politique-là était importante et on se distingue encore une fois, Daniel, des partis de l'establishment, des partis de l'élite, que ce soit le NPD, le Bloc québécois, les conservateurs ou les libéraux, qui n'osent pas parler contre cette idéologie radicale d'équité, diversité et inclusion. Oui, parce que aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça n'a pas de limite. Si on ne respecte pas nos chartes, on n'est pas basé sur la méritocratie. Demain, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un qui porte des cravates ou pas de cravate, ou peu importe, il n'y aura pas de limite. Tu t'habilles mal, tu t'habilles pas, tu sais, ça n'aura pas de sens. Alors, ça va être un free for all, c'est ce que je veux dire. Donc, l'industrie, les compagnies, est-ce que tu as senti même que des compagnies t'en ont parlé, des entrepreneurs, parce que c'est une charge pour eux autres d'appliquer ça. Il faut qu'ils engagent quelqu'un qui va surveiller tout ça. Et le management de ça, la gestion, c'est pas facile non plus, là. Oui, mais on regarde et effectivement, dans la société actuellement, il est politically correct, donc politiquement acceptable, et de faire la promotion de cette idéologie-là. Et moi, j'ai dit, là, déjà, dès la création du Parti populaire, que nous, la rectitude politique, le fait d'être politically correct, en français, la rectitude politique, pour nous, ça n'existe pas. On a des politiques basées sur le gros bon sens. Et pas à cause qu'aujourd'hui, on devrait faire ça parce que l'élite souhaite qu'on adopte une politique et qu'on soit politiquement correct. Ou nous, non. On va dire les vraies choses telles qu'elles sont. Et cette politique-là, elle est nécessaire. D'ailleurs, il est important de dire qu'en Floride, le gouverneur de la Floride, le gouverneur DeSantis, a passé une loi justement pour interdire l'enseignement ou la propagande de cette politique-là dans les écoles et dans les universités. Et l'impact de sa loi a été que l'Université de Miami a congédié à peu près 35 personnes qui faisaient la promotion de ces folies d'idéologie du genre Wow. et de diversité, équité et inclusion. C'est ça. Donc, dans les faits, là, le gouverneur de la Floride a dit, ici, dans mon État, là, on est contre cette politique-là parce que c'est contre le fondement de notre société et ça détruit notre société, la société occidentale. Ils ont passé une loi et l'impact se fait ressentir maintenant. L'Université de la Floride qui a congédié à peu près 35 personnes et ce n'est qu'un début. Mais on doit faire la même chose ici au Canada et c'est pourquoi qu'on a adopté cette politique-là, nous, au Parti populaire. Ben non, mais c'est très bien parce que c'est clair que ça a un enjeu qui va au-delà de ça. Et on parle de méritocratie, mais la productivité, le gain productif que ça amène, ben, c'était pas prouvé. Et le Tennessee a embarqué aussi d'autres lois. D'autres États, de plus en plus, emboîtent le pas. Daniel Smith en Alberta commence à en parler aussi, je pense, même au Canada. C'est quelque Oui. chose qui la préoccupe. Oui, Daniel Smith n'a pas peur de parler surtout contre l'idéologie du genre. Et elle a dit dans sa province que, écoutez, si vous êtes mineur, là, en bas de 17 ans, l'élite médicale n'a pas le droit de vous donner des bloqueurs d'hormones. Donc, c'est bien. On voit maintenant qu'en Angleterre, ils ont passé une loi aussi contre finalement l'élite médicale qui font la promotion de la mutilation de nos enfants. Et nous, ça fait longtemps au Parti populaire qu'on a une politique là-dessus, qu'on a dit que ça devrait être dans le code criminel, parce qu'une fois qu'on interdit aux médecins, aux infirmières ou à toute personne de prescrire des bloqueurs d'hormones ou de mutiler un enfant en bas de 18 ans, et qu'on met ça comme un crime dans le code criminel, eh bien là, ça s'applique partout au Canada. La politique de Mme Smith en Alberta, ça s'applique seulement en Alberta parce que, comme tu le sais, la santé est de juridiction de compétence provinciale et donc, en vertu de ses pouvoirs en santé, elle a émis cette directive-là. Mais on doit aller plus loin pour que ce soit la même norme partout au Canada et changer le code criminel à cet effet. Ce que ne parle pas le Bloc québécois et M. Poilievre parce qu'ils ont voté en faveur du projet de loi C4 qui fait la promotion de la transition. Et pour débuter la transition, on débute en donnant à des mineurs des bloqueurs d'hormones.
Et Ouais. donc, Poilievre et le Bloc québécois et les libéraux sont d'accord avec ça. Poilievre, sur le bout des lèvres, a dit il y a quelques semaines qu'on ne devrait pas donner de bloqueurs d'hormones aux mineurs parce qu'il a été poussé dans un coin par des journalistes qui ont fait leur job et qui ont posé à 4, 5 reprises la même question à Poilievre. Et du bout des lèvres, il a répondu ce que je viens de vous dire. Mais s'il était moindrement sérieux, il s'arrangerait pour déposer un projet de loi en tant que chef de l'opposition à la Chambre des communes pour justement interdire et rendre illégal et changer le code criminel pour rendre illégal les bloqueurs d'hormones aux mineurs. Mais non, il ne le fait pas. Le vrai Poilievre, c'est le Poilievre qui a voté en faveur du projet de loi C4, en faveur de la transition. Comme tu sais, Daniel, ça n'existe pas, la transition. Un garçon est un garçon, une jeune fille est une jeune fille. Il y a seulement deux sexes. Et les gens devraient demander à Poilievre et au chef du Bloc québécois combien il y a de sexes. Parce que ces politiciens-là ont peur de répondre. Ils ne veulent pas répondre pour déplaire aux lobbies trans et aux élites qui prônent ces folies-là. Mais moi, je n'ai pas peur de dire il y a seulement deux sexes et c'est pas vrai qu'un enfant est né dans un mauvais sexe Non. et qui doit transitionner. Et c'est ces folies de trans-là, de transition qu'on doit restreindre au Canada et arrêter d'en faire la promotion. Ben voilà, merci beaucoup. Et Marianne, j'aime le bon sens du PPC. Ben oui, parce que le common sense, les politiques du gros bon sens, c'est le PPC, Parti populaire du Canada. Il y en a qui peuvent essayer de voler le slogan, mais ils ne seront pas capables de l'appliquer parce que ce n'est pas dans leur tête, ce n'est pas dans leur cœur. Soyez avertis. Et écoute, là, avec tout ça, on est un parti, on est impliqué au fédéral, sur la scène fédérale. Et là, tu parles de Poilievre, tu parles d'autres personnes, Poilievre n'est pas tout seul, Trudeau n'est pas tout seul. Il y a des députés qui l'accompagnent. Et c'est un parti politique, il faut supporter le parti dont on peut d'abord devenir membre, un parti qui prône la liberté. Alors, parti-populaire-du-Canada.ca/adhésion. Vous voulez aider, vous être représenté, faire un don, parti-populaire-du-Canada.ca/donner-landing. Et surtout, le dernier point, un processus de candidature qui est revenu, alors qui est ouvert maintenant. Alors, là, vous avez le lien qui va défiler. Il est plus compliqué que celui-là, mais fr.thepeoplesportifcanada.ca/candidate/application. Même si le lien est en anglais, il y a le .fr. Ça vire en français, inquiétez-vous pas. Donc, parle-nous de ça, cet appel de mise en candidature pour le PPC. Pourquoi c'est important que les gens s'impliquent et qu'ils osent faire le pas? Et qu'est-ce qui peut rassurer les gens? Parce qu'il y en a qui nous écoutent. Peut-être qu'ils penseraient peut-être à s'impliquer, candidat, ils peuvent me poser des questions. N'hésitez pas à me contacter. Je l'ai été 2, 3 fois candidat, peut-être plus. Mais toujours est-il que c'est une belle expérience, c'est quelque chose. Mais pourquoi devenir candidat pour le Parti populaire du Canada? Oui, premièrement, j'aimerais dire, et je te remercie, Daniel, parce que en tant que lieutenant pour le Parti populaire du Canada ici au Québec, donc en charge justement de la sélection des candidats, on a un processus très rigoureux. On peut dire qu'au moment où on se parle, on a à peu près une 120, 125 candidats de choisis, sélectionnés partout à travers le pays. Et notre but, bien, on fait un appel de candidature jusqu'au 22 avril prochain. Notre but, c'est d'en trouver encore une centaine et peut-être plus pour, à la fin de l'année, d'avoir nos 338 candidats dans chaque comté. Pourquoi s'impliquer? Parce que si, comme vous, comme moi, comme Daniel et comme bien d'autres Canadiens, vous voyez que le pays s'en va dans une direction qui n'est pas la bonne et que vous en avez marre des gouvernements qui vous disent tous les jours quoi faire, que vous en avez marre de voir le gouvernement brimer vos droits et libertés, que vous voulez que les politiciens parlent des vraies choses et fassent les vrais changements, bien, il faut promouvoir ces idées-là. Ça ne sert à rien d'avoir les meilleures idées au monde si on les garde pour soi-même et on n'en parle pas. Le changement commence par nous-mêmes, en nous impliquant, en n'ayant pas peur d'exprimer ses opinions. Et si vous allez sur le site du Parti populaire du Canada, parti-populaire-du-Canada.ca, et lisez notre plateforme, cliquez sur plateforme. C'est la même plateforme qu'on a depuis la création du parti et on la met à jour à chaque année. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique différemment des autres partis politiques, parce qu'on fait de la politique basée sur des idées, sur des convictions.
et on va en parler jusqu'au moment où on gagne la bataille et ces idées-là deviennent des projets politiques mis en place. Donc, si vous aimez notre plateforme puis vous voulez faire un pas de plus, bien, vous pouvez être candidat au Québec dans votre circonscription et nous aider à promouvoir la plateforme du Parti populaire, promouvoir des idées de changement, des idées basées sur 4 principes de base: liberté, responsabilité individuelle, équité et respect. Et ça, c'est les 4 principes de base de la fondation du Parti populaire. Donc, gênez-vous pas, impliquez-vous. Et c'est ce qu'on demande. Donc, allez sur le site, cliquez sur le lien. Et si vous voulez avoir plus de questions, vous pouvez communiquer avec Daniel. Et nous, bien, ça va nous faire un plaisir. On a un processus assez rigoureux. Vous allez avoir un appel téléphonique, vous allez avoir une entrevue. On va vous demander des informations. On va faire une enquête sur vous et une enquête sur les réseaux sociaux. Puis, on va avoir cette discussion avec vous pour s'assurer effectivement que vous êtes prêts à relever le défi. On va répondre à vos questions, mais on veut avoir des candidats dans tous les comtés au Canada et bien sûr dans tous les comtés au Québec. Donc, vous avez la fenêtre, elle est ouverte aujourd'hui pour appliquer. Gênez-vous pas. Et pour nous, bien, on va être en contact avec vous le plus rapidement possible après le 22 avril. Et je pense que s'impliquer et faire le pas supplémentaire pour devenir candidat, vous allez voir que c'est une expérience exaltante et on va être là pour vous aider avant la campagne électorale, et durant la campagne électorale et après la campagne électorale. Alors voilà, c'est bien dit. Et je tiens à rappeler aux gens, très important, si vous ne vous présentez pas, pensez à quelqu'un peut-être qui peut se présenter. Il y a des comtés qui ont déjà du monde. Alors, on va vérifier tout ça avec les gens. Mais sachez que s'il n'y a pas de candidat dans votre comté, que vous aimez les idées de Maxime, bien, s'il n'y a pas de candidat du Parti populaire du Canada dans votre comté, vous ne pourrez pas appuyer le Parti populaire du Canada. Et ainsi, vous ne serez pas représenté, votre voix ne sera pas là et vous n'aurez que de choix que les autres partis vont annuler votre vote, ce qui est plutôt poche. Vous avez un vote, vous avez une voix, c'est important. Et vous représentez quelque chose, vous avez des idées et vous aimez quelqu'un qui a les mêmes idées que vous. Vous sentez quelqu'un qui est à l'écoute des valeurs du Canada et du Québec. Bien, il ne faut pas hésiter à s'impliquer et soit que vous devenez candidate ou vous trouvez quelqu'un. Oui, effectivement, parce que si vous pensez qu'un de vos amis peut être un bon candidat, que vous êtes peut-être une personne plus derrière et non pas devant, donc envoyez notre courriel, envoyez notre lien à cette personne-là et faites-lui la suggestion d'appliquer. Nous, l'important, c'est quelqu'un qui prône nos valeurs et qui est prêt à se battre parce que nos valeurs, pardon, c'est les valeurs de la société canadienne, c'est les valeurs basées sur notre Constitution, notre Charte des droits et libertés. Et si une personne prône prône ces valeurs-là et aime la plateforme qui est en ligne avec ces valeurs-là, bien, il ou elle serait un très bon candidat. Ah, voilà. Alors, très important, c'est un gros travail qui est en continu à faire. Alors, voyez comment on est au courant de plusieurs choses. Un gros sujet qui touche bien sûr le Canada, mais particulièrement le Québec aussi, c'est clair, le dossier d'immigration. Et là, on a, Trudeau qui ignore les demandes, évidemment, même une caricature, il y en a qui commencent à réaliser l'effet dévastateur qu'on a de l'immigration de masse que le Québec a vécu. Petite caricature d'Y, complet, puis Trudeau continue d'ouvrir ça. La Maison du Québec est complète, mais pas juste le Québec, toutes les provinces, c'est un bordel avec tout ce que ça comprend de problèmes. On parle beaucoup des logements, mais on parle d'intégration aussi. À ce sujet, Justin Trudeau a dit récemment qu'il allait pouvoir passer par-dessus les demandes de la province de Québec de réduire l'immigration, de stopper. Ils vont se rencontrer le 15 mars prochain dans 3 jours. Alors, le torchon brûle dans le Québec concernant l'immigration temporaire. Et on parle beaucoup d'argent là-dedans. Moi, je ne suis pas d'accord avec la position de Legault qui veut plus d'argent pour le gérer. Le problème est au-delà de ça. L'immigration de masse, est-ce qu'on doit l'arrêter, la stopper? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que
il faut avoir du courage aussi pour le dire, pour le faire. Oui, ben, tu as raison, Daniel. Ça fait longtemps qu'on le dit au Parti populaire, là, et dès 2019, notre première campagne électorale, on a formé le parti en 2018. À l'époque, je disais qu'il fallait arrêter l'immigration de masse. Pourquoi? Oui, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons culturelles. Et à l'époque, il y a certaines personnes qui disaient que j'étais extrémiste en prônant l'arrêt de l'immigration de masse, la fin de l'immigration de masse. Mais on avait raison à l'époque et on a encore plus raison aujourd'hui. Les données nous donnent raison. C'est quoi de l'immigration de masse? C'est à peu près 2 millions de personnes par année qui arrivent au Canada. 2 millions de personnes à un pays qui a 39-40 millions de personnes, c'est de l'immigration de masse. On n'est pas capable d'absorber cette immigration-là et d'intégrer ces gens-là dans notre société. On arrive ici en leur faisant toutes sortes de promesses. Et donc, les immigrants ont de la misère à se loger. Le gouvernement fédéral, avec nos taxes, paie des hôtels de luxe dans la région de Montréal, de Nicaragua, pardon, pas Nicaragua, les chutes Niagara, pardon. Les chutes Niagara, c'est ça. Et 2 millions en passant, 2 millions pour les gens qui comprennent bien. Là, on est une ville vous avez quasiment la grosseur d'une ville de Montréal qui arrive avec 2 millions. C'est énorme là, comme impact. Là. Puis là, on court pas après des logements pour bâtir plus de logements plus vite. Ça n'a pas de sens. Ben oui, effectivement, Daniel. Et quand on parle de 2 millions, là, il y a à peu près 500 000 d'immigrants permanents. Puis après ça, les immigrants temporaires, qu'on parle temporaire, c'est quoi? C'est les travailleurs étrangers temporaires. Il y en a à peu près un autre 500 000. Les étudiants internationaux qui viennent, il y en a à peu près 800 000. Et après ça, vous avez les faux réfugiés ou les demandes d'asile. Vous pensez que la route Roxham a été fermée? Non, la route Roxham existe encore. Elle s'est transformée maintenant. Et maintenant, c'est dans les aéroports de Montréal et de Toronto. On a à peu près 20 000 demandeurs d'asile qui arrivent dans nos aéroports. Et l'année dernière, c'est à peu près ça, 20 000. C'est la même chose. Les mêmes gens qui traversaient par la route Roxham, maintenant, ils prennent l'avion puis arrivent à Montréal, à Toronto. Donc, on n'a rien réglé. C'est 2 millions de personnes qu'il faut que ces personnes-là aient un toit. Déjà là, les Québécois ont de la misère à se trouver un logement abordable dans les grands centres urbains et le prix des maisons est exorbitant. Et l'immigration de masse a un impact sur, oui, le prix des logements, le prix des maisons. Ça a un impact sur les budgets des gouvernements, tant Québec qu'Ottawa, parce qu'il y a plein de programmes pour accueillir ces immigrants-là. Ça coûte de l'argent. Quand on fait ça, ce n'est pas de l'argent qui va pour les Canadiens. Et tout l'impact sur nos programmes sociaux. On le sait au Québec et au Canada, notre système de santé est dysfonctionnel. Il y a des listes d'attente à plus en finir. Et le système est encrassé, bureaucratique. Et on essaie de le modifier ou de le changer à chaque année dans différentes provinces. Mais c'est toujours du pareil au même. C'est un système socialiste. Et là, bien, ces gens-là vont profiter aussi du système de santé, viennent envelopper le système de santé. Oui. La même chose pour l'éducation, on l'a vu, Daniel. Oui. Ces gens-là, ils ont des enfants, le système d'éducation, si on regarde à Montréal dans les écoles, ça déborde. Ça déborde des classes. Il y a des classes où c'est 50 d'immigrants qui sont là. Donc, il faut donner des services à ces gens-là. Et il y a une juge qui a dit récemment, si ma mémoire est bonne, Daniel, que ces enfants-là peuvent aller aussi dans les garderies. Donc, les Québécois qui attendent pour avoir une place en garderie, bien, on va augmenter la demande. On ajoute avec ça les immigrants ou les demandeurs d'asile qui eux aussi ont droit aux garderies. Donc, on ne peut plus soutenir, c'est insoutenable. Et aussi, bien, on n'est pas capable d'intégrer ces gens-là, notre culture francophone au Québec ou anglophone au Canada anglais. Ça vient briser le tissu social au Canada. Ces gens-là, il y en a plusieurs qui importent leurs conflits ethniques dans leur pays et des conflits ethniques qui ont lieu dans des grandes villes, que ce soit à Vancouver ou bien à Toronto, de nouveaux immigrants. Et donc, c'est en train de détruire la société canadienne et on est le seul parti qui dit non à l'immigration de masse et qu'il faut revenir à un système d'immigration qu'on contrôle. Et c'est un privilège d'être citoyen canadien. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. On ne peut pas sauver la planète.
Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Il Ouais. faut aider les Canadiens en premier, les Québécois. Et c'est pour ça qu'il faut fermer la manne de l'immigration de masse. Et je suis content de voir au Québec qu'au moins le Parti québécois n'a pas peur d'en parler Mm. et commence à dire, bien écoutez, là, les seuils d'immigration au Québec devraient être plus bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, mais ce que je m'aperçois, c'est que pour le préserver de la société francophone Mm. québécoise, le Parti québécois met beaucoup d'emphase et Mm. est de moins en moins gêné de parler contre l'immigration de masse et pour abaisser les Ben, seuils d'immigration. oui, puis moi, j'ai expliqué aux gens, en 2019, on l'a vu, on a eu 3 séances d'assermentation au mois d'août à Montréal, subitement, juste à temps pour les élections. Et il n'y en avait pas au Québec. Il y a des gens qui se sont plaints à moi. Je les ai appelés le député libéral pour le demander. C'est chose faite. Ils les ont ajoutés. Donc, juste à temps pour les élections, ils ont eu leur citoyenneté canadienne. Mais avec l'immigration de masse qu'on a, je vois un autre effet potentiel qui s'en vient, qui va concerner les citoyens déjà établis, qui sont nés ici, puis depuis longtemps, multigénération, ils renouvellent leur passeport et il y a des délais incroyables. On le voit aux États-Unis actuellement. On a le discours de l'Union de la semaine passée de Joe Biden des États-Unis. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il a parlé d'immigration, justement, qu'il voulait peut-être faire une amnistie. Euh, Peut-être juste à temps pour les élections. Carrément, au Canada, on pourrait s'attendre à quelque chose de même, malheureusement encore. Bien, le ministre de l'Immigration l'a laissé sous-entendre en ce qui concerne, je crois, les étudiants étrangers. Euh, mais pour moi, il n'y en est pas question. On doit appliquer les règles d'immigration. Aussi, il faut s'inquiéter parce que, pardon, le ministère de l'Immigration au Canada a émis des lettres de déportation à des gens qui ont dit qu'ils étaient des réfugiés et finalement, après avoir étudié leur dossier, on dit non, vous n'êtes pas réfugiés, votre vie n'est pas en danger dans votre pays, vous devrez y retourner. Mais le ministère de l'Immigration a émis 16 000 lettres de déportation. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là n'ont pas quitté le pays, ils sont encore ici, libres au Canada. Bien, il faut être sérieux. Lorsqu'on émet une lettre de déportation, là, le Canada doit être aussi sérieux. On a des lois et on doit déporter ces gens-là qui sont arrivés ici illégalement. Et actuellement, on parle d'une amnistie pour ces gens-là. Moi, je suis complètement contre des gens qui sont arrivés ici illégalement, en respectant pas nos droits, en se disant qu'ils étaient réfugiés, puis on s'est aperçu qu'ils étaient des faux réfugiés, comme je le dis depuis longtemps. Bien, Ouais. ces gens-là doivent retourner dans leur pays. Mais maintenant, le Canada ne prend même pas ses propres lois au sérieux, Ben non. émet des lettres d'éviction, des lettres de déportation Hmm. et en donne pas suite. Pourquoi au Canada, on a si peur de ça, d'appliquer nos lois et de déporter? Moi, je le dis, puis tu le dis, la solution est simple, surtout pour les illégaux. Et puis, ils viennent pas, regardez, là, ça n'a pas d'impact sur le travail. Okay? Ils sont pas là pour ça, là, ils n'amélioreront pas notre portfolio de travail, oubliez ça. Ça, c'est un petit mensonge qui est véhiculé. Et plus d'immigrants, même illégaux, vont aider l'économie, c'est pas vrai. C'est une charge sociale immense, en plus de l'intégration des problèmes qu'il y a. Mais pourquoi on a peur tant que ça de déporter? On n'est pas capable d'appliquer nos lois. Qu'est-ce qui bloque au Canada? Mais on a des politiciens qui ne se tiennent pas debout, des politiciens qui travaillent avec le lobby de l'immigration. Ils veulent avoir de l'appui dans des comtés où il y a une forte proportion de nouveaux arrivants. Donc, ils ne font pas de la politique pour regarder pour le bienfait du Canada et des Canadiens dans son ensemble. Ils regardent à court terme leurs gains électoraux, que ce soit Poilievre ou que ce soit Trudeau. Parce qu'il faut se rappeler, Harper a réussi à avoir une majorité en 2011 en ayant des comtés dans la région de Toronto, la grande région autour de Toronto, où il y a beaucoup de comtés qui ont une majorité de nouveaux arrivants. Ben Et voilà. là, bien, ce que fait Poilievre, pour être certain d'avoir une majorité, lui aussi essaie de plaire à ces comtés-là, où il y a beaucoup d'immigrants, pour pouvoir avoir sa majorité. Et Trudeau joue le même jeu. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des Canadiens et du Canada que ces deux politiciens-là agissent. Ils agissent dans leur propre intérêt personnel de politiciens qui veut garder le pouvoir en ce qui concerne Trudeau
ou obtenir le pouvoir en ce qui concerne Poilievre. Nous, on dit la vérité aux Canadiens et c'est ce qu'il faut faire si on veut préserver l'unité et la prospérité de ce pays. Tu sais, on nous dit qu'on a besoin d'immigrants parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. C'est pas vrai du tout, là. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on a besoin de plus d'immigrants puis un manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y en a à peu près 2 millions par année qui rentrent, puis on a encore un manque de main-d'œuvre. Puis on avait un manque de main-d'œuvre lorsqu'en rentrait 500 000 par année. Donc, c'est pas la solution au manque de main-d'œuvre, c'est pas Non. plus d'immigrants, c'est que les entreprises devraient augmenter leur salaire. Si les Ouais. Québécois et les Canadiens ne veulent pas aller travailler sur une entreprise, peut-être à cause qu'ils ne paient pas assez cher. Mais là, le gouvernement a fait le jeu des lobbies du patronat et ils disent OK, on va vous allouer plein de gens. Et donc, les entreprises n'ont pas d'incitatif à augmenter leur salaire puisqu'ils ont de la main-d'œuvre bon marché avec l'immigration. Il faut arrêter ça parce que c'est au détriment des travailleurs canadiens. Et moi, on arrête l'immigration de masse. Les entreprises vont être forcées à augmenter leur salaire pour avoir des gens. Les Canadiens vont en bénéficier. Et aussi, bien, les entreprises vont être forcées à investir dans l'automatisation, la robotisation, et c'est ce qui va leur donner plus de productivité dans le futur. C'est ça la solution pour que notre économie demeure productive et pour que les entreprises canadiennes demeurent productives et compétitives sur la scène internationale. C'est pas en leur donnant de la main-d'œuvre bon marché. C'est en arrêtant tout ça qui paient les employés à leur juste valeur. Ouais. Et s'ils ne veulent pas payer les employés à leur juste valeur, bien, non seulement qu'à investir dans plus d'automatisation, ils vont être plus productifs ou ils peuvent faire les deux. Donc, nous, on a le courage de parler pour les Canadiens. Mais Poilievre et Trudeau et le Bloc québécois sont dans la poche du lobby du patronat et leur donnent tout ce qu'ils veulent. Avoir une manne de travailleurs étrangers qui vont venir ici et qui vont faire des emplois que les Québécois ou les Canadiens peuvent faire, mais qui décident de ne pas faire parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Et voilà. Et ceux qui disent qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord avec ce que Maxime vient de dire, deux choses. J'ai des amis actuellement qualifiés. Le poste est ouvert. Ils ont envoyé le CV. Ils n'ont eu aucun retour. J'ai l'impression qu'ils attendent des subventions d'un poste de quelqu'un qui sera moins cher. Et ce qui me surprend du Conseil du patronat et autres, je pense qu'on va faire un topo là-dessus bientôt, juste sur l'économie pure directement. Ça va avoir la peine parce que je ne les entends pas parler de baisse d'impôts, de baisse de taxes. Ils sont d'accord avec les taxes de carbone, puis de tout. C'est normal, tout le monde ça, il n'y a pas de problème. Alors, on passe à côté de la traque, puis je pense que le côté entrepreneurial au Canada, au Québec, est devenu peut-être trop dépendant du gouvernement là-dessus. Et c'est ce qu'on voit comme situation. Donc, je pense que ça va valoir la peine qu'on en parle à un moment donné. Absolument, absolument. Et nous, on en parle depuis 2019. Les gens commencent à être au courant de notre position politique parce que c'est dommage, les médias nationaux, que ce soit Radio-Canada, la presse ou le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, ne nous donnent aucune couverture. Pourtant, parce que lorsqu'on parle des vraies choses, c'est pas le discours qu'ils aimeraient entendre et donc nous annulent et c'est plus difficile pour nous de rejoindre la population. Mais c'est pour ça que je suis avec toi ce soir. Puis plus de gens, bien tranquillement, le parti va grandir étape par étape. Mais ces gens-là des médias savent bien que notre propos est un propos basé sur les faits, sur la réalité, avec des solutions qui sont crédibles et qui sont applicables du jour au lendemain. Parce que pour régler la crise du logement, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 50 ans, on bâtissait 230 000 maisons par année. 50 ans plus tard, on en bâtit 240 000. Mais là, pour subvenir à la demande, il faudra en bâtir 500 000. Ben et Poilievre dit, ah oui, on va faire ça, puis on va s'ingérer dans le champ de compétences des provinces, puis on va dire aux provinces, aux municipalités, changez vos règlements de zonage pour en construire plus. oui. Mais non, la solution, c'est qu'on arrête l'immigration de masse. C'est aussi simple que ça. On arrête tout ça, et là, il n'y aura pas de pénurie de logements, et les prix vont redescendre. C'est ce qu'il faut faire.
mais les autres n'en parlent pas. Et Non. donc, mais ce propos-là, basé sur le gros bon sens, comme tu le dis, plus on en parle, plus les gens l'entendent. Et plus les gens l'entendent, je pense que plus en plus de gens s'aperçoivent que les positions du Parti populaire sont les vraies positions pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Et voilà, donc, c'est clair, le Canada first, Canada d'abord. C'est ça notre position, les citoyens et les habitants du Canada d'abord. Notre priorité, c'est ça. Et ben, on a le Canada first, on en a parlé souvent, tu en as parlé souvent. C'est encore un point qui achoppe. Encore là, je l'ai entendu parler aujourd'hui, quelqu'un qui veut se présenter au Parti conservateur du Canada parce qu'elle veut gagner, mais elle n'aime pas la position de Poilievre sur l'Ukraine et la Russie, le Canada, le fait qu'on va envoyer encore du stock en Ukraine. Aujourd'hui, l'Union européenne parlait encore d'envoyer de l'argent en Ukraine. Macron parlait d'envoyer des hommes, c'est encore dans l'actualité. Les États-Unis ont dit non la semaine passée, on ne fera pas ça. Et là, Trudeau, il y a comme deux versions. Trudeau a dit non, mais tu as, le général de la défense canadienne, ils vont peut-être pas envoyer 3100 troupes sur place, sur le terrain. Alors, notre implication du Canada face à l'Ukraine, et là, il y a le dossier d'Haïti aujourd'hui qui a popé, le Canada est impliqué, puis là, on demande, il y a des gens de Montréal qui demandent que le Canada s'ingère, qui prennent le dossier d'Haïti. Alors, on a trop d'ingérence là-dedans, puis on va revenir sur l'OTAN ensuite. Bon, oui, là, Canada d'abord, comme tu le dis, et ce n'est pas nos guerres, on n'a pas d'affaire à faire ça. En ce qui concerne Haïti, ça fait des années que ce pays-là est dysfonctionnel, c'est dommage à le dire. Le Québec a été très généreux, on a accepté beaucoup de réfugiés d'Haïti, d'immigrants d'Haïti, et c'est bien pour nous, mais peut-être que ça nuit lorsque l'élite d'Haïti quitte le pays et vient vers le Canada, le Québec. Bien, on appauvrit le pays de ses élites. Et là, on voit la conséquence. Le pays est ingouvernable. Il y a des guerres civiles. Et là, on demande le gouvernement canadien d'intervenir. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut s'assurer de prôner la politique du Canada devrait être la politique historique du Canada, c'est-à-dire de prôner la paix et le maintien de la paix. Et c'est ce qu'on devrait faire partout. Et là, on ne le fait pas en Ukraine. On pousse cette guerre interposée contre la Russie en se servant des Ukrainiens. Et c'est très dommage à dire, mais il y a plusieurs jeunes garçons, jeunes hommes ukrainiens qui sont en train de mourir dans cette guerre-là. Et je l'ai dit depuis le début, et là, le plus intéressant, c'est que Poutine le dit depuis des mois qu'il est prêt à négocier une paix, mais c'est l'Occident, c'est nous, c'est l'Ouest qui ne veut pas négocier de paix. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, elle voulait un changement de régime en Russie. On n'a pas à s'ingérer d'un changement de régime ou pas. Ce n'est pas le rôle de l'Ouest, ce n'est pas le rôle du Canada. On est un pays cassé, on n'a pas une scène, on a des gros déficits et il faut s'occuper de notre population en premier. Et on envoie plus de 10 milliards de dollars en Ukraine, approuvé par Poilievre qui veut en envoyer plus et plus d'armes. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour une troisième guerre mondiale. Et l'Ukraine, c'est dommage actuellement, mais est un pays détruit. Et la section de Donbass et de la Crimée est maintenant sous contrôle russe. Et c'est des faits. Ces territoires-là ont été historiquement sous contrôle de l'Union soviétique, Absolument. etc. Et là, bien, c'est redevenu par cette guerre-là sous contrôle russe. Mais on nous fait dire, on nous dit que Poutine veut conquérir l'Europe. Bon. C'est complètement faux. Et Poutine n'est pas Hitler. Et cette guerre-là devrait arrêter si nous, dans l'Ouest et surtout les membres de l'OTAN, s'assoyaient et disaient à l'Ukraine, négocier un traité de paix. Il faut savoir que l'Ukraine était prête il y a un an à se faire. C'est le premier ministre de l'Angleterre, Boris Johnson, qui est allé voir M. Zelensky et qui a dit non, négocie pas la paix. Donc, c'est cette version-là que les Québécois et les Canadiens n'entendent pas. Nous, ça fait longtemps qu'on dit le Canada n'a pas d'affaire là-dedans, on devrait faire la promotion de la paix et d'inciter les partis à s'asseoir à la même table et négocier cette paix-là pour que cette guerre-là arrête le plus rapidement possible.
Oui, et un point, Mr. G, let me remind everyone, funding a foreign war in Canada is illegal. It's clear in the criminal code. Et c'est intéressant comme point. On s'ingère là-dedans. Et là, aujourd'hui, c'était l'annonce d'un gros exercice de l'OTAN, un des plus gros dans le Nord, 90 000 personnes militaires qui étaient impliquées là-dedans. Le Canada, on fait partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. La Suède, par contre, récemment, en fait partie. Alors, c'était des opérations avec l'Italie, la Finlande, participation du Canada, certainement, et des navires. L'OTAN. Plusieurs me posent la question. Ils mélangent l'OTAN, l'ONU, on sort de là, peu importe. Qu'est-ce qu'il y en est de l'OTAN en 2024? Parce que ça a évolué depuis le temps. Bien oui, premièrement, il faut savoir que le Canada n'investit pas 2% du produit intérieur brut pour sa propre défense. Et le Canada, demain matin, il y a une guerre, on n'a pas les capacités de défendre notre propre pays. Donc, on dépend des Américains et c'est un fait. Le Canada devrait être membre de l'OTAN, il devrait demeurer membre de l'OTAN. Ceci étant dit, en étant membre de l'OTAN, on a le droit d'avoir des positions différentes des autres pays et de prôner une position différente que ce que prône l'OTAN. C'est pas, tout le monde n'est pas obligé d'être unanime dans les décisions de l'OTAN. Le Canada est souverain, tout comme on le fait à la guerre en Irak où Chrétien a dit à Bush, non, j'embarque pas là-dedans, ce n'est pas dans nos intérêts, malgré qu'on est allié avec les Américains. On n'embarque pas dans toutes leurs guerres qu'ils ont fait ou les changements de pouvoir qu'ils essaient de faire un peu partout dans le monde. Là-dessus, Chrétien avait raison. Donc, oui, membre de l'OTAN, mais il faut faire en sorte que l'OTAN arrête d'essayer de faire de l'expansion vers l'ouest, vers l'est, pardon, de plus en plus. Et le conflit a débuté, et Poutine le dit, il ne faut pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, parce que ça veut dire des missiles de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, aux portes de l'URSS. Et je comprends Poutine qu'il ne veut pas tolérer ça, qu'il ne tolérerait pas ça. D'ailleurs, Kennedy, John F. Kennedy, en 62, la crise des missiles cubains, a dit à Khrouchtchev, le chef de l'Union soviétique, qu'il ne voulait pas de missiles russes aux portes des États-Unis sur l'île de Cuba. Bien, pourquoi c'était bon pour Kennedy? Mais la même chose n'est pas bon pour Poutine qui demande la même affaire. Et nous, on pousse l'Ukraine à devenir membre de l'OTAN. Et ça, c'est s'engager vers peut-être une troisième guerre mondiale. Il faut arrêter ça. Il faut que cette guerre-là se termine. Et oui, le Canada est membre de l'OTAN, doit participer, mais a le droit d'avoir un point de vue différent et de prôner ce point de vue-là. D'ailleurs, je tiens à vous dire que l'URSS n'a pas été l'ennemi du Canada et de l'Ouest depuis dernièrement. Je peux vous dire qu'en 2008-2009, l'OTAN parlait d'intégrer la Russie en tant que membre de l'OTAN. C'était un débat qu'on faisait. Et là, aujourd'hui, on nous peint la Russie comme étant l'ennemi numéro un du Canada. Ben voyons donc, voyons donc. Et qui était contre l'intégration de la Russie en l'OTAN dans les chefs d'État à cette époque-là, qui se promenaient partout à travers le monde pour dire que la Russie est notre ennemi et ne devrait pas être membre de l'OTAN? Stephen Harper, le guerrier Stephen Harper, qui a emmené des troupes en Afghanistan, qui n'a rien servi. Des Québécois, des Canadiens sont morts pour rien. Les talibans sont au pouvoir aujourd'hui. Et cette guerre-là n'a rien servi. Ça nous a coûté cher. On n'avait pas l'équipement. On n'a pas l'équipement aujourd'hui encore. Des Québécois sont morts pour rien. On a dit qu'ils se battaient pour la liberté en Afghanistan. Bien, le régime n'est pas un régime de liberté, de respect des droits individuels en Afghanistan au moment où je parle. Les femmes, ils sont venus voiler. Oui, et les Américains ont quitté l'Afghanistan en toute panique. Donc, ça a été un désastre, mais le guerrier Stephen Harper, le néocon, tout comme Poliev, sont en faveur de promouvoir des guerres partout, comme en Afghanistan. Et si la Russie, on avait accepté la Russie membre de l'OTAN, on n'aurait pas cette guerre-là actuellement qui se passe en Ukraine. Mais il faut s'en rappeler, le Parti conservateur est un parti pro-guerre, le Parti populaire est un parti pro-paix.
Voilà. Puis d'ailleurs, on est les seuls qui parlent de paix au Canada. Et avec toi, il y a Donald Trump, DeSantis qui n'ont parlé. Mais en Occident, c'est incroyable l'absence de paix. Et question de Francine, pourquoi rester membre de l'OTAN? Si on doit aider un pays qui est membre de l'OTAN, on n'a pas d'armée adéquate. Et écoute, c'est ça. Et là, je sais que Trudeau a dit qu'elle allait augmenter le budget pour qu'on respecte notre contrat. On a un contrat pour l'instant. On fait partie de l'OTAN. On ne l'a pas respecté notre contrat. Mais la question demeure. Alors, actuellement, dans quoi qu'on s'embarquerait quand je vois des gens justement pro-guerre, c'est risqué en maudit, là, sincèrement, de baver tout le monde de même. Puis avec notre équipement qui, la semaine passée, pardon, ils en ont parlé, Radio-Canada, notre armée est désuète et vieille, puis la moitié de nos équipements n'est pas adéquat. Ben, pas seulement notre équipement, notre armée, elle est woke. Ben, en Il n'y plus. a, a plus de discipline dans notre armée. Lorsqu'on tolère un soldat de se mettre peinturer les ongles ou d'avoir les cheveux mauves, il n'y a plus de discipline. Et la base de l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est une organisation woke c'est des changements majeurs qu'il faut faire à la tête des Forces armées canadiennes pour réinculquer les vraies notions et l'idée de défendre le Canada et non pas d'aller dans d'autres pays et faire des guerres que ça ne sert à rien. Il faut toujours s'assurer que notre politique internationale fasse la promotion des intérêts du Canada d'abord, et ce n'est pas dans l'intérêt du Canada de se mettre la Russie à dos. La Russie n'est pas l'ennemi du Canada, et il faut prôner plutôt justement la fin de cette guerre-là en Ukraine. Ben voilà. Alors, c'est un gros sujet. On n'a pas fini d'en parler. On va surveiller le tout. Puis, c'est sûr que nous, c'est une conscription. Ça va être non. C'est définitif. Là, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, ouais, il y a des questions sur l'armée du Canada. Donc, il faut réviser. Il va falloir repenser la place de notre armée, la place du Canada dans l'OTAN. Ben voilà. Merci beaucoup, Maxime. En terminant, on parle du segment semi-économique un peu, si on peut dire. La ministre Freeland va déposer un budget en avril prochain, fédéral. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse en mars, mais bon, il attend en avril. Pourquoi tu penses qu'il attend, mais à quoi tu t'attends de ce budget-là? Ben, je m'attends à un budget comme les autres, c'est-à-dire un budget dépensier, un budget irresponsable, un budget déficitaire. Et comme Trudeau l'a toujours fait, on va encore augmenter le déficit et on va mettre ça sur le dos des Canadiens parce que plus on dépense de l'argent qu'on n'a pas, ben, plus on crée d'inflation. Et contrairement à ce que les gens pensent, les déficits d'aujourd'hui ne sont pas payés par les générations futures. Les déficits d'aujourd'hui sont payés par les Canadiens d'aujourd'hui avec la taxe déguisée d'inflation et aussi par les générations futures. Donc, un budget comme celui du Québec aujourd'hui, irresponsable, avec des déficits, et il faut que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec apprennent à vivre selon leurs moyens et aient des budgets équilibrés. On peut faire ça si on a le courage de couper les dépenses justement dans l'aide internationale, si on a coupé les dépenses de l'aide à l'Ukraine, couper les dépenses qu'on envoie à l'ONU, une organisation dysfonctionnelle, et vraiment couper les subventions aux entreprises, couper Radio-Canada et CBC. On peut sauver des milliards de dollars et être capable d'équilibrer le budget en un an et baisser les taxes et les impôts à tous les Canadiens. Mais Poilievre, tout comme Trudeau, ils sont d'accord avec des budgets dépensiers pour prendre cet argent-là et acheter des clientèles électorales et donc dépenser pour faire plaisir à certaines clientèles. Mais les gens doivent se rappeler que ça n'existe pas un free lunch, là. Il n'y a pas de lunch gratuit. On finit toujours par payer. Et l'inflation, qui est aux alentours de 3 bien, ça va être ça pendant 5, 6, 7 ans, 3, 4, 5, 5, 6. L'inflation va monter, va descendre. Mais 3 d'inflation, là, c'est une perte de pouvoir d'achat parce que si votre salaire n'augmente pas
je dirais au moins de 6 l'année dernière, parce que ça, c'est l'inflation officielle que je vous dis là, mais l'inflation réelle que les gens connaissent, l'inflation de tous les jours, quand vous faites votre épicerie ou vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est pas 3 c'est plutôt 6-7 Donc, on s'appauvrit à chaque année, on s'appauvrit à chaque jour, et ce budget-là va être un budget dépensier, mais ce qu'on devrait faire, c'est de faire un budget responsable et couper ces dépenses-là inutiles et vivre selon nos moyens. Mais voilà. Et comme je l'ai dit, il est évident que le Canada a grand besoin d'hommes et de femmes pouvant redresser la situation et redonner la fierté aux Canadiens. Poutine a redressé la Russie à sa façon, qu'on peut critiquer ou pas. On peut le faire aussi. C'est sûr qu'ils sont. Je pense que les gens en Russie, il y en a beaucoup qui sont fiers. On peut critiquer ça, on n'est pas d'accord ou pas, mais regardez, c'est sa situation. Mais c'est clair que le Canada, l'exemple, le point, c'est que oui, ça peut se faire. Et pour ce faire, ben, on a besoin de votre appui, de votre support. C'est important. Alors, vous avez des choses à dire, mais vous avez quelqu'un qui veut vous représenter. Alors, la meilleure façon, ben, c'est de continuer à aider le Parti populaire, soit en devenant membre. Vous avez les liens ici dans le bas qui ont circulé. En devenant membre, en faisant une contribution aussi, parce que nous, au fédéral, on n'a pas de subvention. Puis c'est correct de même. Moi, je suis contre les subventions des autres pays, des autres partis, pardon. Ben, je dis les autres pays, peut-être que d'autres pays pourraient intervenir s'ils subventionnaient. Ça pourrait être risqué. Alors, j'aime mieux des dons directs des personnes qui contribuent et devenir candidat. Alors, vous avez le lien. Alors, si ça vous tente, ça vous dit, vous voulez être représenté, c'est votre chance. Mais aussi, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas. Alors, voilà, pensez à réduire les dépenses, autoriser le gouverneur général, tout ça ensemble. Alors, nous autres, on n'aura pas peur de le faire. Alors, merci beaucoup, Maxime. Et on était très nombreux à écouter ce soir. Ben, merci, Daniel. À la prochaine. Et puis, si les gens veulent continuer à nous suivre, ils peuvent te suivre aussi sur les réseaux sociaux et suivre le Parti populaire, me suivre sur Twitter, Facebook, Rumble. Et vous allez être au courant. Vous pouvez même, si vous voulez avoir l'infolette du Parti populaire, allez sur notre site, inscrivez-vous. Vous allez avoir des nouvelles du parti à chaque semaine. On va vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, dans le parti actuellement, c'est la recherche des candidats. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Si vous connaissez quelqu'un, comme Daniel a dit, parlez-en à quelqu'un d'autre. Allez sur notre site et ça va nous faire plaisir. Ensemble, on va défendre notre pays, puis on va s'assurer de retrouver le pays qu'on aime tant en se battant pour les vraies idées pour l'avenir du pays. Merci beaucoup, Maxime. C'est bien dit, ça termine très bien. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Partagez au maximum. C'est comme ça qu'on va faire. On va faire promouvoir les idées du parti, des idées du gros bon sens, vous le voyez. Et on va se revoir pour un autre live ultérieurement pour d'autres sujets. Merci beaucoup, Maxime. Merci, à plus tard.